Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Santrezos. On recommence. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Santrezos. Merci beaucoup d'être là. Si vous vous êtes déjà abonné, sur notre, sur notre chaîne YouTube, merci beaucoup. On apprécie énormément. Évidemment, on est sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple Podcasts, on est sur Amazon. On est littéralement partout. Les réseaux sociaux. Trouvez-nous, suivez-nous, commentez. Toutes ces belles choses-là nous aident énormément. Salim, comment ça va? Ça va bien, comme quelqu'un qui n'a pas hâte à la semaine de relâche parce qu'on va travailler, mais les enfants vont être à la maison. On s'excuse pour la semaine prochaine. Dernière. Il n'y a pas eu la semaine prochaine, je veux dire la semaine passée, pas eu d'épisode parce que, ben oui, on a des vies aussi des fois. Ça arrive. Ça arrive. Donc, mais la semaine prochaine, on va avoir un bel épisode. On va pas dire qui, mais ça va être un député de l'Assemblée nationale et qui est bien en vue. Alors, et le timing ne pourrait pas être plus parfait pour ce qu'on pense qu'on va discuter. Exactement. Bien des choses se sont passées, Salim, depuis le dernier épisode. On a eu l'entrée de Charles Milliard officiellement à l'Assemblée nationale, des élections, mais ça, on revient. Pas à l'Assemblée nationale. Comme chef. Mais il est à l'Assemblée nationale, il ne siège pas. Il siège pas, mais il a fait son entrée comme chef. C'est ça. Il y a eu une partielle, plein de choses qui se produisent. La campagne au leadership de la CAQ qui continue, on suit ça évidemment. Mais la grande nouvelle, évidemment, c'est la partielle dans Chicoutimi. Oui. Honnêtement, il n'y a aucune surprise. Je pense que tout le monde s'attendait à une victoire du PQ, surtout dans Chicoutimi, voyons. Ce qui n'était pas normal, c'est que la CAQ avait ce comté-là pendant toutes ces années-là. Ce qui est normal, c'est que c'est le PQ qui remporte le comté, mais quand même, il y a des affaires intéressantes dans cette élection partielle. Vraiment. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette partielle. Alors, on rappelle qu'il y a une partielle parce que l'ancienne ministre qui était donc député de Chicoutimi, André Laforêt, avait démissionné l'automne passé pour se présenter à la mairie de Saguenay. Finalement, elle n'a pas gagné la mairie, mais elle est plus ministre et plus députée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. André Laforêt, il faut savoir, elle avait eu 2 excellents scores en 2018 et 2022 surtout. C'était en fait même la circonscription, je crois, caquiste qui avait recueilli le plus haut score en pourcentage. Exact. Donc, alors... c'était plus de 60%, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Bon, parce que André Laforêt est bien connu, bien apprécié sur place. Si j'ai bien compris, elle a une famille, un réseau quand même bien établi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de monde là, qui l'aimait beaucoup. Donc, elle avait fait des scores quand même assez impressionnants. Mais là, on passe pour la CAQ du comté où tu faisais le meilleur score dans ta meilleure élection à faire 3e. Donc, c'est quand même pas rien. 3e, même pas 2e. Parce que 2e, c'est les conservateurs d'Éric Duhem. Puis je vais revenir à ça. On va revenir à ça parce qu'on va parler un par un. Donc, c'est quand même... Tu sais, c'est quand même révélateur. C'est révélateur du fait que disons que l'attrait pour la coalition Avenir Québec est pas très fort. Faut dire qu'en ce moment-ci, c'est aussi un peu un brouillard parce que M. Legault est encore là, mais il est sur son départ. Il y a une course à la chefferie. On ne sait pas trop qui va gagner la course à la chefferie. Un coup, on nous dit que c'est Fréchette qui a un momentum. De temps en temps, on nous dit aussi attention, n'enterrez certainement pas Drainville, il est redoutable. Donc, disons que c'était pas la meilleure condition pour aborder une partielle. Cela dit, maintenant, pour le Parti québécois,
Puis, je sais que tu aimes en parler, Georges, parce qu'on a commenté ça il y a déjà 3 ans, quand les choses avaient commencé à... En fait, quand on a lancé le podcast, puis que ça commençait à monter pour le Parti québécois, à l'époque, juste dans la région de Québec, ils étaient 3. Tu te souviens? Ouais. 3 qui ne voulaient même pas rentrer à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne voulaient pas prêter serment au roi. Bon, ils ont fait leur rentrée à l'Assemblée nationale grâce à la loi qui a été modifiée par la suite. Enfin bref. Aujourd'hui, ils sont 7. Ils ont plus que doublé leur caucus. 7. Donc, c'est quand même plus que 100%. Ouais. C'est pas mal du tout. Ils ont gagné les 4 dernières partielles. Donc, ça vient, renforcer voyons, pas le membership, mais le momentum de la CAQ. Non. Voyons, du PQ. Bon, ça va me prendre une dose. Je vais te laisser parler, je vais prendre une gorgée ou deux de café, là. Non, c'est sûr que ça ajoute à ce momentum-là qu'on discute depuis des années maintenant, comme tu as dit, depuis qu'on a commencé le balado. Et c'est pas juste des hypothèses. On le voit concrètement avec des résultats sur le terrain. Et pour ce qui est de la CAQ, là, je veux juste rappeler une chose, parce que même si on s'attendait à une victoire du PQ, le fait que la CAQ est descendue de 60 quelques % à 11, je pense qu'ils ont eu presque 12 %. Écoute, cette chute-là, elle n'est pas négligeable, évidemment. On ne peut pas l'ignorer et on ne peut pas ne pas dire que c'est un message clair envers le gouvernement quand, même si tu t'attends à perdre cette circonscription-là, c'est pas juste une défaite au PQ, c'est quasiment te faire ignorer par l'électorat complètement, là, tu sais. OK, ils sont arrivés 3e, bravo pour eux, mais quand même, tu t'es parti de loin, là, tu sais, du comté qui t'a donné le plus grand appui durant 2 campagnes, de te retrouver avec 12 % du vote. C'est quand même quelque chose. Puis moi, c'est plus ça que j'ai vu, là, que j'ai retiré comme message de cette campagne partielle. Le PQ, aucune surprise, franchement. Ouais. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est le positionnement du Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem. Puis ça aussi, on le dit. Ouais. On le dit, guys. Faites attention, oui, il y a des choses qui bougent à la CAQ, il y a certainement des choses qui bougent au Parti libéral du Québec. Oui, c'est le renouveau du PQ, c'est le momentum, comme tu as dit. Ils gagnent toutes les élections partielles, ils sont premiers dans les sondages. Puis souvent, on a rappelé sur ce balado, n'oubliez pas le Parti conservateur, c'est souvent celui qu'on ignore le plus dans les analyses, etc. Mais ils sont quand même là. Ils ont eu un score franchement impressionnant dans la dernière élection générale. Ils n'ont pas réussi à élire. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas une assez grande concentration de votes dans un comté ou 2 pour réussir à pénétrer dans l'Assemblée nationale. Mais quand même, le pourcentage de vote n'est pas négligeable. Et moi, ce que j'ai retenu, Salim, ils sont venus 2e dans cette élection partielle-là. Ouais. C'était pas le chef du parti qui était candidat pour justifier le positionnement à cause de la notoriété du candidat, etc. C'était pas lui. Non. C'était une autre candidate. Non, elle est quand même bien connue dans le coin. Oui. Mais vas-y, je vais te laisser finir, mais je veux qu'on revienne sur le Parti conservateur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Parti conservateur, mais je vais vouloir revenir sur le PQ. Mais vas-y. Oui, non, dans le fond, ce que je retiens, c'est que il y a de l'appui. La question maintenant et le grand défi pour Éric Duhem, ça va être de voir comment concentrer son vote pour aller chercher des sièges. Parce que c'est une chose de voir les pourcentages, ça c'est des appuis au niveau national, mais tu as besoin des sièges dans les comtés. Ouais. Et c'est ça, je pense, son grand défi. Non, effectivement. Écoute, je vais vouloir aussi te parler du Parti conservateur parce que je pense que c'est extrêmement pertinent et important aujourd'hui d'en parler. Mais juste avant, là, je veux juste boucler la boucle parce qu'on a parlé, bien sûr, de la dégringolade de la CAQ. Qui d'ailleurs, ça pourrait être le reflet des prochaines élections aussi. C'est pas impossible. Hein, donc, on va le voir là parce que cette chute assez impressionnante,
on pourrait l'avoir à l'échelle du Québec. Hein, c'est pas dit, là, on ne sait pas qui va être le chef et puis comment va se passer l'élection, mais c'est pas impossible. Donc voilà, on a parlé de la chute de la CAQ, on a parlé du fait que c'est pas une surprise, le Parti québécois est en haut des sondages nationaux depuis déjà près de 3 ans. Hein, dans la région de Québec, ça fait 3 ans, puis à l'automne prochain, ça va faire 3 ans au niveau national. Il n'y avait aucune surprise, personne n'est tombé en bas de sa chaise. C'est quand même nécessaire de dire que Chicoutimi est un des comtés les plus péquistes, hein, dans l'histoire. Oui. Là, ben oui. Ça a toujours été un château fort. Je sais que c'est toujours un peu bizarre de dire c'était un château fort, mais si c'était la CAQ, comment ça que c'était un château fort péquiste? C'est juste parce que la CAQ a un petit peu changé les règles du jeu là, avec son positionnement ni fédéraliste ni souverainiste, puis a brisé un peu cette logique-là, mais il y a beaucoup de châteaux forts péquistes qui vont redevenir péquistes parce qu'ils étaient caquistes. Il y a beaucoup de châteaux forts libéraux qui vont redevenir probablement libéraux avec la chute de la CAQ. Donc là, on parle d'un château fort péquistes, que les péquistes sont allés rechercher. C'est une bonne nouvelle pour eux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que le PQ allait gagner à genre 60-65%. Alors, j'écoutais Mario Dumont commenter et je pense déjà, je pense qu'il en parlait déjà au mois de décembre. Il disait, la partielle dans Chicoutimi, le PQ va gagner ça à 60-65%. Là, pour lui, c'était clair. Et honnêtement, je veux dire, quand tu vois historiquement, tu serais pas... T'es pas surpris. Hein? Chicoutimi, c'était le comté de Stéphane Bédard et de son père, qui était lui aussi un élu du Parti québécois avant. Chicoutimi, c'est aussi un des comtés qui a voté oui au référendum de 95, parmi les plus forts. Pas le plus fort, là, je crois que c'était Rimouski le plus fort, mais ils étaient à comme 70% là, des électeurs québécois qui ont voté pour la séparation du Québec en 95 dans Chicoutimi. Donc, alors, c'est une victoire importante avec un score honorable, 45%, lorsque tu vas rechercher un comté. Ben oui. Il reste que, puis c'est quand même important de le mentionner, c'est pas aussi fort que ça aurait dû ou aurait pu être. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais faire la transition avec le Parti conservateur. Ça, moi, je pense que c'est aussi en raison de la performance du Parti conservateur. Je pense que le Parti conservateur... je pense même pas que le Parti conservateur pensait faire un aussi bon score. Bon, eux vont dire probablement que oui, là, mais moi, je pense que le Parti conservateur, il devait se dire, regarde, si je fais 10 ou 12%, ça va être une bonne élection partielle pour moi. Oui, c'est vrai qu'ils se sont débrouillés une bonne candidate qui est bien ancrée dans la circonscription et dans la région. Mais ça, on va revenir un peu à la candidate du Parti conservateur parce que c'est un peu étrange le choix de cette candidate-là. Oui, on va y revenir tout de suite. Je sais où est-ce que tu t'en vas, mais on va y revenir. Mais non, mais je veux dire, c'était quand même un bon choix de candidate. Puis, ils ont fait beaucoup de com pour passer leurs messages généraux. Je ne sais pas à quel point c'est des messages très particuliers à Chicoutimi qui sont passés, mais ils sont arrivés deuxième. Puis Georges, tu fais très bien de le mentionner. Ils sont arrivés deuxième, puis c'est pas anodin, parce qu'en plus, l'élection partielle précédente, dans Arthabasca, ils ont fait deuxième aussi. Et dans la grande région de Québec, et là, on s'entend, Saguenay, c'est pas la région de Québec, mais dans la grande région de Québec, aujourd'hui, au moment où on se parle, les conservateurs sont premiers dans les sondages. Ils sont à 30, quelque chose %. 30% dans la région, dans ce qu'on appelle la RMR, la région métropolitaine de recensement de Québec. Donc c'est pas juste la ville de Québec, c'est aussi ses proches alentours, y compris Lévis, par exemple. Et donc, et ça, c'est quand même assez impressionnant. Et je te le dis, moi, franchement, je vois une espèce de mini-momentum du Parti conservateur, une
une vaguette. On va pas appeler ça une vague, parce qu'une vague, c'est quand tu remportes le pouvoir. Là, une vague. Mais c'est pas nouveau non plus. Hein. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voit une présence pour le Parti conservateur du Québec s'établir dans la grande région de Québec. Et c'est là où je suis un peu en désaccord avec toi quand tu parles que les comtés historiquement libéraux vont peut-être revenir aux libéraux. On le voit, moi je le crois par exemple dans la grande région de Montréal, l'Outaouais, peut-être la rive sud de Montréal, mais dans la région... je parle de ça, moi. Ah, OK, c'est ça. Ouais, moi, je parlais de ça. OK, parce que dans la région de Québec où le Parti libéral avait quand même une bonne présence à l'époque, pas trop sûr maintenant avec la présence des conservateurs. Le seul comté qui historiquement a était libéral, puis à Québec, là, vraiment, disons le plus fort des comtés libéraux à Québec, de loin, c'était Jean Talon. Ouais. Puis Jean Talon est passé aux mains de la CAQ, ce qui était un peu logique dans les circonstances à l'époque, mais ce qui était moins logique, c'était le PQ. C'était le PQ. Ouais. Puis là, le PQ a quand même un très bon député dans Jean Talon, il faut le dire. Ouais. Je veux dire, ensuite, regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il prône ou ses idées ou quoi que ce soit. Hein, je veux dire, on est en démocratie, il propose les positions qu'il veut, mais c'est un très bon député. Ouais. Moi, à mon sens, c'est probablement... en tout cas, dans l'idée que je me fais d'un député qui cherche à devenir éventuellement ministre s'il gagne les élections ou un truc comme ça, Pascal Paradis de Jean Talon me paraît me paraît très, très, très solide. Là, oui. Alors, tu vois, c'est important de compter sur le Parti conservateur aux prochaines élections, parce qu'aux prochaines élections... ils vont mettre le paquet, les conservateurs. De toute manière, ça, c'est une question, je ne veux pas dire de survie, mais ça va être sans doute la dernière occasion pour Éric Duhem de... Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il livre. Ouais, mais il faut qu'il livre. Mais honnêtement, pour moi, Éric Duhem, depuis plusieurs années, il livre. Mm-hmm. Hey, Georges, Parti conservateur du Québec, c'est un parti qui n'existait pas. Là, déjà où il a amené le parti, c'est déjà une victoire. Qui connaissait ou se souvenait d'Adrien Pouliot? Je veux dire, mais lui est arrivé, il a donné une impulsion à ce parti qui est quand même extraordinaire. Lui comprend la game politique, il la joue. Il comprend la game médiatique, il la joue. Il sait comment se démarquer, il sait comment... se donner de la visibilité et donner, par la force des choses, de la visibilité à son parti. Éric Duhem est plus connu que son parti. Donc, donc il a tout le mérite à ce niveau-là. Bon, maintenant, je comprends ce que tu veux dire par « il faut qu'il livre ». Il faut qu'il livre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des députés, qu'il fasse élire des députés. Puis, sérieusement, je sais qu'on n'est pas encore là, mais dans 6 mois, à la générale, s'il arrive à capitaliser sur les petits gains qu'il a fait un petit peu partout et aussi sur des sondages qui sont solides. Parce que je te rappelle qu'en 2000... Tu vas me dire, oui, mais Salim, les sondages étaient quand même pas pires pour lui en 2022. On s'imaginait qu'il pouvait faire 5, 6, 7 députés, puis finalement, il en a fait élire 0. Lui-même ne s'est pas fait élire. C'est vrai. Mais la différence, c'est que la dernière fois, dans les sondages, il était élevé au national. Mais il y avait moins de concentration. Parce que je vais te dire, dans un comté comme Darcy McGee, qui est un château fort libéral depuis toujours, il avait fait de très bons scores. Il avait fait 2e dans un certain nombre de comtés, même dans la région de Montréal. Ouais. Et en plus de ça, il avait 125 candidats un peu partout. Donc forcément, ça te donne toujours des chances d'augmenter ton score, ce qu'il a fait. Il n'y avait pas assez de concentration. Là, on le voit qu'il y a de la concentration dans la grande région de Québec. Puis c'est pas juste de la concentration, genre, il fait pas pire. Non, il est premier dans la RMR de Québec. Ouais. Il est premier. C'est OK, il y a une petite marge d'erreur, il pourrait tomber 2e, mais c'est solide. La bonne nouvelle pour les conservateurs, là, c'est que... non, excuse-moi. Je vais juste dernier petit point sur le PQ, puis on va finir peut-être avec les conservateurs. Ce qui est impressionnant avec le PQ, là, puis c'est ce sur quoi je pense qu'ils ont su démontrer un peu leur notoriété. Ce qui démontre un peu, qui justifie un peu leur momentum. Avec ces partiels-là,
OK, on s'entend que les libéraux, il n'y avait pas de parti à l'opposition. La CAQ, c'est le parti du gouvernement, donc ils se sont plantés avec tous les changements, avec le troisième lien et tout. Ça s'est mal tourné, ça a pris une mauvaise tournure pour eux. Donc, la seule option, tu vas me dire, la seule option, c'était le PQ anyway. Mais c'est pas vrai, parce que tu vois, si on prend en considération toutes les partielles que le PQ a réussi à gagner, là, c'est dans la grande région de Québec, dans la grande région de Montréal, là, dans Chicoutimi, dans Arthabasca. Écoute, c'est pas mal partout, là. Tu sais, c'est pas, on vient pas dire, bravo. Oh, mais là, le PQ, là, tu sais, c'est dans une région en particulier. Ils ont toujours eu l'appui là-bas, donc c'est logique. C'est pas ça du tout, là. On parle de vraiment partout, ils sont là et ils ont les appuis. Mais écoute, c'est une excellente remarque que tu fais. Parce qu'effectivement, géographiquement, les 4 partiels qu'ils sont allés gagner sont à des endroits très différents. Exact. T'as Jean Talon à Québec, t'as Chicoutimi à Saguenay, t'as Terrebonne sur la couronne nord de Montréal, puis tu as Arthabasca au centre du Québec. Donc, tu sais, effectivement, en termes d'échantillonnage de circonscription, c'est très révélateur. Ouais. Bon, c'est sûr que s'il y avait eu une partielle dans l'ouest de l'île, pas sûr qu'il l'aurait remporté, là. Disons que la configuration du Parlement actuel n'a pas favorisé non plus des départs ou des démissions dans des circonscriptions qui auraient pu être favorables, par exemple, aux libéraux, ce qui aurait pu aussi encourager des petits momentum. Tu sais, Marc Boireski, si elle avait décidé, par exemple, de quitter là, un comté comme Saint-Laurent, ben, les libéraux auraient pu ramener aussi une candidature plus solide. Puis dans l'inconscient des gens, on se serait regarde, les libéraux, ils ont gagné une partielle. Donc, c'est vrai. Mais puis là, on s'entend que ces circonscriptions-là, aucune ne pouvait être gagnée par les libéraux. Peut-être Jean Talon, mais c'était à une époque où les libéraux étaient... Ils n'étaient pas existants. Mais ils étaient morts, là. Ouais. Ils auraient peut-être pu être un petit peu plus... Si cette élection se passait là, peut-être, je te dirais. Nouveau chef, un petit momentum, tu as des équipes en place, tu peux aller faire du terrain, il y a quelque chose qui change, la CAQ est encore plus bas de ce qu'elle était... Tu sais jamais. I don't know. Alors, je suis d'accord sur un truc. Mais ça, c'est hautement hypothétique. Oui, bien sûr, évidemment, c'est hypothétique. Mais là où il y a un bout où je te rejoins, c'est que dans le comté de Jean Talon, il doit y avoir un petit fond libéral qui est encore là. Mais ce fond libéral, pour qu'il puisse te permettre de regagner une circonscription comme Jean Talon, pour les libéraux, ça va prendre plus que ce qu'on voit actuellement. Oui, c'est vrai qu'ils vont mieux, on va en parler, là, on va parler du sondage, là, mais ça va prendre plus que ça. C'est sûr que ça va prendre plus que ça. Par contre, Terrebonne, les libéraux du Québec, je pense pas qu'ils ont pensé un instant qu'ils allaient l'emporter. Regarde, les fédéraux vont avoir du mal à faire élire quelqu'un à Terrebonne dans la parcelle qui s'en vient, qu'ils avaient supposément gagné d'une voix, mais que la Cour suprême a annulé, là, pour les raisons qu'on sait, là, erreur d'Élections Canada, donc égalité dans le vote et donc partielle. Donc l'élection a été annulée. Mais tu sais, à l'époque, les gens dans Terrebonne, ils n'ont pas trop voté pour la candidate. Ils ont voté pour Mark Carney. Exact. Ils votaient même pas pour les libéraux, je crois. Ils ont voté pour Mark Carney. Ça se peut qu'ils ne soient même pas en mesure de rééditer l'exploit. Donc, Terrebonne, si ça avait été une partielle dans Laporte où Mme Poulet, ancienne caquiste, aujourd'hui indépendante, avait démissionné, les libéraux, ils auraient été en bonne position peut-être de le récupérer, là, ce siège-là. Fait que c'est ça. Sur la candidate conservatrice, je pense que tu voulais dire quelque chose. Mais j'ai trouvé quand même spécial le fait que tu as un chef comme Éric Duhaime qui, évidemment, il joue la game, il va critiquer tous les partis, incluant le Parti libéral du Québec, et qui va choisir une candidate qui a aidé Carl Blackburn dans sa course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est quand même un peu...
Je sais pas. Je comprends que peut-être elle était connue dans son milieu, mais stratégiquement, comment un chef qui critique un autre parti choisisse une candidate qui, pas plus qu'un an, aidait à faire élire un chef dans un autre parti, tu comprends? C'est un peu... Mais alors, c'est vrai. En fait, je te comprends. Et ce sont des questions qui sont 100% légitimes. Je vais pas te dire que je suis spécialement d'accord avec ça, mais je vais quand même défendre un peu ça. D'abord, tu sais, dans la base conservatrice aujourd'hui, il y a des gens qui, dans le passé, votaient PLQ. Ah, mais il n'y a pas d'autre choix. Pour des raisons, parce que tu sais, généralement, le PLQ était le parti qui fiscalement était plus responsable, plus conservateur. Donc, pour ceux qui étaient un peu plus sur les questions de finances publiques, etc., pouvaient voter pour le PLQ. D'autres, c'était plus pour des questions de liberté individuelle au sens un peu large du terme, c'est-à-dire y compris au niveau économique, en termes d'entrepreneuriat, etc. Il y a des gens qui votaient PLQ. Bon, parmi les gens du PCQ, il y en a aussi beaucoup qui étaient adéquistes. Hein, donc, il y en avait aussi. Donc, bref, alors, tout ça pour dire, oui, c'est vrai que dans la base conservatrice, il y avait des gens qui étaient au PLQ. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui étaient PLQ qui sont conservateurs aujourd'hui? J'en suis sûr. Est-ce que cette dame-là en fait partie? Probablement. Est-ce que cette dame-là pensait qu'avec Carl Blackburn, le PLQ allait revenir dans une forme de PLQ un peu plus à droite économiquement qui lui convenait davantage. Peut-être une dernière chance pour elle de voir le parti auquel elle appartenait revenir à cette base-là. Puis sinon, ben, garde tout bad au sad. Non, mais exactement. Ouais. Alors, tu sais, donc moi, la démarche de certaines personnes qui sont comme ça, ça me dérange pas. Ça m'aurait plus dérangé quelqu'un qui profite d'un brand politique pour se faire élire, pour finalement... tu sais, moi, je m'excuse en tout respect pour Vincent Marissal, mais tu sais, Vincent Marissal, tu peux pas passer de Québec solidaire au Parti québécois, parce que finalement, la seule chose qui les lie, c'est que c'est deux partis souverainistes. Mais fondamentalement, soit tu n'étais pas fait pour être à Québec solidaire en 2018, il y a 7 ans et quelques quand tu t'es fait élire, il y a 7 ans et demi quand tu t'es fait élire. Donc, quelque part, il y a une mauvaise représentation ou une fausse représentation qui était faite là. Soit tu t'en vas au PQ sous de fausses représentations aussi. Parce que Québec solidaire et Parti québécois, ben, c'est pas du tout les mêmes valeurs. Là, mais genre pas du tout les mêmes valeurs. Là, et encore moins aujourd'hui. Dans le temps, il y aurait eu des vases communicants. D'ailleurs, ils ont déjà essayé de fusionner. Il y avait des vases communicants parce que le Parti québécois était social-démocrate, donc plus de centre-gauche. Donc, il y avait des gens qui pouvaient être un peu plus à gauche, mais puis qui votaient pour le Parti québécois. Les syndicats votaient pour le Parti québécois aussi. Enfin, je généralise, mais effectivement. Donc, il y avait des choses... Aujourd'hui, pas du tout. Là, aujourd'hui, t'as un Parti québécois de droite identitaire, puis t'as Québec solidaire qui est dans les licornes, puis tu sais, je veux dire... Non, mais, tu sais, c'est... Ça va mal pour Québec solidaire. Honnêtement, ça va très mal, je pense, pour Québec solidaire. Et, tu sais, on a eu Gabriel Nadeau-Dubois sur le balado, puis s'il y a une chose qui m'a impressionné, c'est de voir à quel point, tu sais, en anglais, he's grounded. Tu sais, j'ai les pieds sur terre. Oui, je serais jamais en accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui a vraiment essayé de changer un peu la formule dans Québec solidaire pour que ça ait du sens, tu comprends? Tu peux pas avoir un parti qui n'a pas un vrai leadership où tout passe par le membership. Tu sais, on a vu récemment avec, la semaine passée, justement, avec les modifications dans le règlement pour les élections partielles où ils avaient tous voté que ça allait être des femmes ou des personnes trans ou je sais pas pourquoi, binaires. Non-binaires. Non-binaires. Puis là, tout à coup, il y a, c'est quoi son nom? Boulris,
qui songent faire le saut du fédéral au provincial. Oh oui, on a une star candidate. Regarde, on va aller changer les règles pour lui. Tu sais, c'est des affaires là que ça démontre une instabilité organisationnelle dans ce parti-là, là, tu comprends? Puis je sais pas c'est quoi, là. Il y a un côté assurément idéologique. Pas spécialement nécessairement chez les élus, mais chez leur base, dans leur base. Peut-être chez certains élus, je sais pas. Là, je veux pas faire des procès d'intention. Honnêtement, moi, j'ai croisé quelques élus de Québec solidaire. Je les connais, personnellement, je les connais pas vraiment, là, à part ceux qu'on a croisés, qui sont venus ici dans le cadre du podcast, que j'ai trouvé bien sympathiques, agréables à discuter avec. Évidemment, je pense pas que ça va surprendre quelqu'un si je dis que je suis pas de cette. Tu feras pas campagne avec Rouba Gazal. C'est ça. Non, c'est pas. En fait, c'est pas mon parti du tout. Et quand je dis c'est pas mon parti, c'est que dans le sens que j'ai pas grand chose à voir, même pas dans les idées, etc. Tu sais, parfois sur certaines finalités, je peux être d'accord. Mais certainement pas sur les politiques ou les positions. Moi, à la base, je suis pas un gars de gauche, donc ça commence mal pour que je prenne ma carte à Québec solidaire. Tu sais, voilà, tu sais, je veux dire, mais ensuite, quand on est démocrate, on est quand même capable d'apprécier le travail des autres, même si parfois on peut les trouver un peu brouillons, même si souvent ils sont pris avec l'idéologie de leur parti, parce que ils n'ont pas de chef de parti, donc il n'y a pas spécialement d'orientation. Celui qui a essayé de donner des espèces d'orientation, il s'est cassé la figure, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, et pourtant c'est le plus talentueux de la gang. Ben oui. Tu sais, donc voilà. Puis, tu sais, je veux dire, je comprends qu'ils ont mis des règles parce qu'ils veulent, ils prônent une certaine diversité dans leur caucus, etc. Tu sais, tu peux pas être contre une certaine vertu, etc. Mais la seule affaire, c'est que ne laisse pas l'idéologie prendre le dessus, parce que l'idéologie, ça veut dire que tu as des œillères, tu n'es pas capable de... Finalement, l'idéologie, c'est contre le principe d'ouverture d'esprit. Eux veulent être ouverts d'esprit, c'est pour ça qu'ils mettent en place ce genre de règles. Mais finalement, l'idéologie, elle est contre-productive pour l'ouverture d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, trouve des incitatifs pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça. Puis je sais que c'est pas facile, mais d'ailleurs c'est pas facile pour tous les partis politiques, hein, il faut le dire. Hein, je veux dire, c'est pas facile de recruter. Non. Malheureusement, les femmes en politique, on en a besoin. Moi, j'étais pour Hillary Clinton quand la planète entière était pour Barack Obama. Pour te dire, là, tout le monde voyait Barack Obama extraordinaire. Je te dis pas que j'aimais pas Obama, mais c'est juste que je pensais que la première puissance mondiale pouvait, en tout cas dans la symbolique, je trouvais ça extraordinaire si une femme comme Hillary pouvait prendre le pouvoir. Bon, ensuite, Hillary, elle a ses défauts, puis on peut en parler longtemps, mais c'est pas le sujet. Mais il faut pas que ton idéologie soit contre-productive. Ouais. La preuve, c'est que là, Boulris, au moment où Québec solidaire n'a plus vraiment de tête d'affiche. Regarde, tu sais, Amir Kadir, qu'on n'aime pas, il était bien connu, attiré les médias, etc., est parti. Françoise David, que tout le monde aimait, est parti. Manon Massé est sur le point de partir. Gabriel Nadeau-Dubois est sur le point de partir aussi. Les deux ont annoncé leur départ. Tu sais, ça te prend des figures importantes. Puis honnêtement, Boulris, c'est une figure, moi, je trouve quand même importante. C'est quelqu'un qui a un beau bagage. Ensuite, voilà, encore une fois, c'est un gars de gauche avec lequel je suis peu d'accord, mais... On sort un peu là, de l'affaire avec QS. C'est correct qu'on en parle, mais moi, j'aimerais vraiment avoir une discussion avec Boulris pour lui demander comment ça se passe. Tu sais, dans la tête là, de quelqu'un, je veux comprendre la logique. Comment tu fais de passer d'un député au fédéral? Donc, si tu es un député au fédéral... et on parle pas du bloc québécois, là. Tu sais,
le nouveau Parti démocratique, un parti fédéraliste. Centralisateur. Mais oui, big time. Donc, tu passes d'un parti fédéraliste pendant quoi? Il a fait au moins 4 mandats ou peut-être? Et ça fait 15 ans qu'il est là, depuis la vague orange, 2011. 2026. Puis tu passes de ça à un parti ultra souverainiste. La gauche, je la comprends, peut-être ultra souverainiste. Pour moi, Québec solidaire est souverainiste, mais pas ultra souverainiste. Quand tu absorbes option nationale, là, tu sais, oui, t'es comme vraiment... Non, mais d'ailleurs, pas juste option nationale. Tu sais, on a reçu ici Rouba Ghazal. Rouba Ghazal, elle est super souverainiste. Ouais. Tu sais, je veux dire, d'ailleurs, je pense que c'est l'un de ses principaux, caractères, c'est d'être super souverainiste. Ouais. Mais c'est juste pour te dire, Québec solidaire, l'idéal de gauche est plus important que le pays. Au Parti québécois, le pays est plus important que d'être de gauche ou de droite. Exact. C'est juste... C'est la grande différence. C'est la grande différence. Mais moi d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a pris par surprise. Tu comprends? Et puis, on se disait toujours, tu sais, la base militante, là, on le savait, là, NPD puis Québec solidaire, bon, c'est la base. Tu comprends? Tu peux pas contrôler ce que les membres font ou les bénévoles ou, tu sais, les équipes sur le terrain, tu sais, qui fassent ce qu'ils veulent. Mais je sais pas, tu sais, moi, je trouve un peu hypocrite, là, cette affaire-là. Là. Tu penses d'un parti ultra fédéraliste où tu as défendu les principes du fédéralisme canadien. Là, tu vois une opportunité. Ah bon, je m'en vais à... Je trouve pas la connexion. J'ai de la misère à rejoindre ces deux bouts-là, moi. Je comprends pas. Non, effectivement, mais juste rapidement, justement, pour un peu répondre à ce que tu viens de dire, quand on sait un petit peu que Boulris, c'est un des membres fondateurs de Québec solidaire. Non, je ne savais pas. Okay. Il a été recruté par le NPD pour se présenter. Et le NPD, au niveau fédéral, c'est l'équivalent de Québec solidaire. Donc, à gauche, parfois même très à gauche, celui qui a essayé d'être plus pragmatique, c'était Tom Mulcair. Jack Layton, je te dirais peut-être. Ah, Jack Layton était plus à gauche. Tu penses? Encore. Mulcair a essayé d'être... Mulcair a essayé de faire un peu ce que Gabriel Nadeau-Dubois lui-même a essayé de faire. Et Tom Mulcair était à quelques semaines de devenir premier ministre du Canada avec le NPD pour la première fois de l'histoire. Ouais. Bref. Et voyons, le NPD, tu sais, ça dérange pas de se présenter, de présenter quelqu'un qui est souverainiste. Ils partent juste du principe que c'est sûr que si tu te présentes pour nous, t'es pas activement en train de travailler pour la souveraineté du Québec. Mais que tu sois fondamentalement souverainiste, le NPD te dit oui, tu peux être souverainiste à l'intérieur du Canada. Parmi les Canadiens, il y en a certains qui sont souverainistes. Regarde, je te dis pas... Ça n'a presque pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en fait, je suis pas en train de te dire qu'ils ont raison. Oh non, je comprends. Je te dis, c'est quoi leur approche? Une approche de gauche qui te dit, dans la population canadienne, tu as des séparatistes, que ce soit, par exemple, au Québec ou en Alberta. Puis, ils ont le droit de faire partie de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Mm-hmm. Puis bon, si un jour le Québec est indépendant, écoute, ils seront indépendantistes. Puis that's it, moi, tu comprends? J'ai rien contre ça. C'est pour ça que j'ai aucun problème. Tu sais, les arguments, tu en as certainement rencontré des gens qui disent c'est quoi le Bloc québécois? C'est quoi le but du Bloc? Tu sais, c'est un parti souverainiste qui est à Ottawa. Ça passe. Moi, là, j'utilise ton argument. C'est la beauté de la démocratie. Exact. Ils réussissent à se faire élire. Good for them. Exact. Mais ça, c'est l'inverse. Ça, on parle de l'inverse. On parle de quelqu'un qui siège au Parlement du Canada. Et là, c'est ça que, pour moi, c'est pas un parti souverainiste qui va défendre ses idéaux, son idéologie au Parlement du Canada pour
le bénéfice d'une province, donc du Québec dans le cas du Bloc québécois. C'est pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui est parti d'un parti qui représente la Fédération du Canada et qui quitte pour... C'est comme c'est l'inverse. Et pour moi, dans ma tête, j'ai un problème à faire le calcul. Tu comprends? Écoute, alors, c'est normal parce que toi et moi sommes fédéralistes, puis on peut pas le voir... on pourra jamais véritablement le ressentir. Mais on peut essayer de prendre un pas de recul pour essayer de comprendre. Pour les gens à gauche, l'idéal de gauche est plus important que de réaliser la souveraineté. Donc, pour un gars comme Boulris, de se dire, en 2011, il n'y a pas de référendum à l'horizon. Puis de toute façon, s'il devait y en avoir un, je voterais oui. Mais au moment où on se parle, est-ce que je suis prêt à mettre mon souverainisme sur mute pour faire avancer un agenda de gauche au niveau fédéral, par exemple? J'ai pas de problème. Et lui, un gars de gauche au NPD, je te rappelle que l'assurance dentaire, c'était une idée du NPD. Ouais. Que Justin Trudeau avait repris... Pas Justin Trudeau? Oui, Justin Trudeau. Ouais, excuse-moi. Ouais. Que Justin Trudeau avait repris à son compte. Je pensais que tu parlais de l'assurance maladie. Non. Qui est aussi un principe, d'ailleurs... moi, je parle de l'assurance dentaire. L'assurance maladie, c'est vraiment le Québec. Mais l'assurance, l'espèce d'assurance dentaire, là, le remboursement des soins dentaires, etc., là. Tu te souviens, on en a déjà parlé ici, on disait que, certains disaient c'est de l'ingérence dans le champ de compétences du Québec, d'autres qui te disaient mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste un remboursement que le fédéral donne, puis bref, chacun avait sa vision là-dessus, est-ce que c'est de l'ingérence, pas de l'ingérence, c'était une idée du NPD. Boulris en a parlé ici sur ce podcast. Pour Boulris, c'était plus important de faire avancer ce genre d'idée-là, même si elle pouvait, pour certains séparatistes, souverainistes, être perçue comme de l'ingérence dans les champs de compétences du Québec. Ouais. Mais pour lui, c'était plus important de permettre à des aînés, notamment, de se soigner au niveau dentaire, que de se dire il faut faire la souveraineté du Québec. Tu comprends? Ouais. Donc, en gros... On n'est pas proche de faire la souveraineté du Québec, mais tant qu'à faire, d'ici là, il y a des choses à faire au niveau social. Ça, c'est comment pense un NPD, c'est comment pense un Québec solidaire. C'est comme ça un petit peu l'approche. Je généralise, je le dis dans mes mots. Probablement que s'il y a des solidaires qui nous écoutent, là, ils ont peut-être un langage un peu plus précis sur leurs intentions. Mais c'est ça. Alors évidemment... toi et moi, on le comprendra jamais. Parce que pour moi, si tu es un élu à la Chambre des communes dans un parti aussi centralisateur que Québec solidaire... que le NPD. Excuse-moi. Que le NPD, même couleur, orange. Ouais. Et si tu passes au Québec, à Québec solidaire, je comprends le vase communicant en termes de politique sociale ou d'idéologie de gauche, mais on ne peut pas le comprendre d'un point de vue... je suis souverainiste... Fédéraliste. C'est ça. Je viens d'un parti fédéraliste, puis je m'en vais dans un parti souverainiste. Ou vice-versa. Vice-versa. Exact. Parlant de souveraineté... excuse-moi, mais je vais juste te dire un truc. Moi, ça me choque moins le passage de Boulris du NPD à Québec solidaire quand tu sais que lui a toujours plus ou moins été souverainiste. Il y avait Nantel aussi, un ancien NPD là, qui était rendu souverain, qui a toujours été souverainiste, mais un ancien NPD. Ça me choque moins que Boulris passe de NPD à QS qu'un QS passe au Parti québécois. Bon, tantôt, j'ai mentionné Vincent Marissal. Officiellement, il n'est pas passé au Parti québécois, mais il y a une raison pour laquelle il est indépendant aujourd'hui. C'est qu'il était en train de négocier avec le Parti québécois qui traverse la Chambre ou qu'il se présente aux prochaines élections. Idéologiquement, c'est comme tu as dit, ça n'a rien à faire. Je m'excuse, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais sincèrement, là, je veux dire... Puis d'ailleurs, que quelqu'un me dise où est-ce que ça a à voir. Parce que je le vois pas. À part pour la souveraineté. Et encore, pour le PQ, il faut faire la souveraineté pour hier.
Et pour Québec solidaire, c'est on la fera comme un idéal social de gauche et non pas comme nécessairement une nécessité absolue. La souveraineté rentre dans le terrain, puis ça, on a déjà discuté de ça. Là, on parle souvent sur le balado de la prochaine élection, cette année, qui sera une élection référendaire. Et pratiquement à tous les épisodes de Salim, on fait une analyse de comment les choses peuvent évoluer d'ici les élections, basé sur ce principe-là, le fait que le parti qui mène dans les sondages s'enligne vers un référendum. Et là, après l'élection partielle dans Chicoutimi, il y a eu quand même une sortie surprise de Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous informe que dans son porte-à-porte, ça peut être vrai, je sais pas, on lui donne le bénéfice du doute ou peut-être qu'il en profite pour faire un petit changement de sa position sur le référendum et l'urgence d'avoir un référendum le plus vite possible. Parce que dans une conférence de presse, il dit que, écoutez, nous, dans le porte-à-porte, il y a 2 préoccupations, puis une, c'est la menace des États-Unis face à notre économie. Et cette menace-là, évidemment, affecte même les souverainistes. Et il va falloir peut-être repenser au référendum et peut-être le faire plus tard dans le mandat au lieu de le faire immédiatement alors qu'on est élu. Et tout le monde a pris, je sais pas s'il l'a mal expliqué ou si c'est mal exprimé, mais le message qui est sorti, c'est que, Paul Saint-Pierre Plamondon recule sur le référendum, alors que maintenant, toute la semaine, ils essayent un peu de corriger un peu le tir. Non, on maintient le cap, puis non, c'est le référendum. Mais c'est quand même un positionnement important. Je pense pas que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est réveillé un jour et a dit ouais, je pense qu'il y a des menaces. Ouais. Ça s'arrive pas comme ça. Puis j'ai de la misère à croire que c'est une élection partielle qui a fait réaliser à Paul Saint-Pierre Plamondon que les menaces des États-Unis elle est quand même importante, puis peut-être qu'il va falloir repenser. C'est pas dans ton porte-à-porte que tu réalises ça, là, tu comprends? Ça, c'est des analyses qui se font depuis très longtemps. Et n'oublions pas qu'il y a plusieurs mois, il y a eu des grands personnages du Parti québécois qui ont eu des mots un peu durs envers Paul Saint-Pierre Plamondon concernant son positionnement sur le référendum et si c'est la bonne si le temps est propice pour ça vu tout le contexte politique, économique, etc. Mondial. Puis lui, il était fixe sur son idée. Je m'en fous de ce que Lucien Bouchard dit. On parle de grandes figures là, politiques. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que moi, je pense que en voyant les sondages, d'ailleurs, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de sondages et qu'on parle que les intentions pour un référendum ne bougent vraiment pas. Puis d'ailleurs, c'est toi qui dis, moi, le 32%, je te dirais que c'est même moins que ça. Ouais, le 35%, je pense que c'est moins. Exact. Ouais, moi, je pense que c'est 28. Non, tu comprends? Donc, je sais pas si c'est un début où il veut peut-être recalibrer un peu son positionnement politique, mais plutôt électoral en vue des élections qui s'en viennent. Et je rappelle aussi que on ne sait pas si l'élection va avoir lieu au mois d'octobre. Tu sais, la CAQ va avoir un nouveau chef puis un ou une nouvelle première ministre en mi-avril. Il est très fort probable qu'on pourrait aller en élection avant l'été. Ça, c'est ce que je pense. Mais on verra, je ne sais pas. Mais vu cette courte période potentielle, le Parti québécois doit agir rapidement selon ce qu'on voit dans les sondages et les statistiques. Il faut qu'ils trouvent maintenant une allée dans laquelle ils seront confortables avec l'élection qui s'en vient. Et je vais te lancer une autre balle courbe aussi. Éric Duhaime s'est planté aussi cette semaine avec... je sais pas, incertain de s'il voterait oui ou non dans un possible référendum. Ça aussi, ça lui fait perdre un peu de crédibilité là, à Éric Duhaime. Donc, la prochaine élection, là, attachez vos trucs parce que moi, je pense qu'elle va être très, très, très intéressante.
C'est bon parce que ce que tu viens de dire fait un peu aussi le lien avec le sondage, un sondage Palace qui est sorti cette semaine. Ça va? Ouais. Je pensais que tu sortais les chiffres. Excuse-moi. Alors, donc dans le fond, ce que j'étais en train de dire, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, Paul Saint-Pierre Plamondon qui sort le soir d'élection dans Chicoutimi ou le lendemain là, pour dire que il va le tenir son référendum. C'est juste pas encore clair exactement quand. Qu'il ne va pas le tenir à un moment qui pourrait déstabiliser, si tu veux, le Québec ou son économie. Je veux dire, c'est pas clair parce qu'il veut un peu rassurer les électeurs. Mais on dirait qu'il nuance. Il nuance le moment. Il nuance pas le fait qu'il va le tenir parce qu'il a toujours promis qu'il allait le faire. Là, c'est intéressant parce que c'était juste avant de voir les sondages, le sondage, Palace, qui le met à 30%, où il fait moins 4% au national, et que les libéraux, je pense, font un certain bond. Donc, PQ 30, libéraux 27. Hey, les libéraux se rapprochent pas mal. Écoute, t'es dans la marge d'erreur, là, mais presque. Ouais, presque, presque, mais en tout cas, c'est quand même assez. Admettons que ce soit les bons chiffres. C'est quand même très encourageant pour les libéraux et surtout pour les péquistes de se dire, OK, ça va pas mal, on est encore devant, la tendance, elle est là, mais attention, il y a peut-être une partie de ce vote-là qui est comment dire, friable, ou je sais pas comment dire, qui peut se désintégrer un petit peu, là, tu sais. Et moi, j'ai comme l'impression, Georges, que le PQ avait des sondages internes. Je pense que le PQ, il n'y avait pas de grande surprise à voir que leur écart se réduit un petit peu avec les libéraux qui sont deuxièmes. Il doit y avoir des sondages internes parce que c'est pas normal qu'un chef souverainiste qui vient de gagner la 4e partielle de suite dans un comté très souverainiste comme Chicoutimi, qu'il gagne à 45%. OK, c'est en dessous de ce qu'il aurait dû. Honnêtement, il aurait dû gagner avec plus que 50%, mais c'est quand même un bon score, 45, surtout quand tu vas l'arracher, cette circonscription-là. Sort pour nuancer un petit peu ses paroles sur le moment où il va tenir le référendum. Il doit avoir des sondages internes depuis un certain nombre de semaines qui dit les Québécois sont pas trop là sur la question de la souveraineté, pas maintenant, pas tout de suite. Puis il n'a pas envie de se Pierre Poilièvriser. C'est-à-dire d'avoir été en haut des sondages pendant 3-4 ans pour au final perdre son élection. Tu sais? Oh ouais. Donc, il se pose vraiment ces questions-là. Non, il faut savoir en politique s'adapter. Puis que je vais utiliser ce que tu as dit de Poilièvre qui est resté pogné sur Trudeau alors que Trudeau n'était même pas dans la campagne. Tu comprends? C'est ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc, moi, je j'ai rien contre l'idée de Pardon, j'ai fait des bêtises. J'ai rien contre l'idée de pouvoir s'adapter rapidement. C'est ça le truc en politique, anyway. Mais je te rappelle, Salim, que ça fait... Quand est-ce que la première campagne au leadership des libéraux a commencé? C'était en 2024? Non, janvier 2025. La première? Oui, avec Denis Coderre. Ouais, c'est ça. Je te rappelle que à l'époque, on avait ces discussions parce que le PQ était toujours premier. On parlait des sondages où l'appui à la souveraineté était stable et on se demandait qu'est-ce qu'ils font, les libéraux, à ne pas parler de souveraineté. T'as un parti qui est premier dans les sondages, qui promet un référendum et t'as le seul parti au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui est fédéraliste, qui n'en profite pas
pour aller chercher des appuis. Puis au moins moi, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'on se cache? Est-ce que c'est parce que c'est une campagne au leadership et on ne veut pas se positionner? Tu sais, moi, j'avais beaucoup de points d'interrogation. Puis on a même questionné Marc Tanguay quand il était venu. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne parlez pas de souveraineté pour accumuler des appuis? Là, je vais dire honnêtement, Charles Milliard, puis on va revenir à Charles Milliard un peu plus tard, là, c'est justement ça qu'il fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à la convention, là, où il a été couronné chef du parti, où il a dit, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Et puis, en passant, là, c'est pas parce qu'on est libéraux, là. Le discours de Charles Milliard était magnifique. Son discours... Non, mais tu peux pas dire c'est pas parce qu'on est libéraux. La réalité, il faut être... Il était bon, c'est ça que je dis. Il faut être libéral pour l'apprécier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter le discours Ouais, je comprends. Mais, not really. Moi, je comprends ce que tu dis. Ouais, non, mais regarde. Distingue deux choses. Distingue être... libéral au sens PLQ du terme et libéral au sens philosophique du terme. Des libéraux au sens philosophique du terme vont écouter ou ont écouté le discours de Charles Milliard puis vont le trouver bon. C'est sûr. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un libéral minimalement au sens philosophique du terme, moi je parle pas d'avoir sa carte de membre puis tu sais. Alors moi, je me considère un libéral au sens philosophique du terme. Ouais. C'est sûr, j'entends le discours de Milliard. Si c'est vraiment ça qu'il met en œuvre, ben, je vais me dire, c'est pas mal, tu vois, je veux dire, c'est sûr. Mais demande à un péquiste d'écouter Charles Milliard, droite identitaire, etc. Oublie ça, là, il votera pas pour... Mais ce qui était intéressant, puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement à cause qu'on se demande pourquoi on n'amène pas le thème de la souveraineté. Je dis pas que ça doit être le thème central, parce qu'il y a bien plus il y a bien d'autres choses qui sont prioritaires, dont l'économie d'ailleurs. Mais quand il a dit que, tu sais, le prochain débat à l'élection, je vais être le seul autour de la table qui serait un fédéraliste, je pense qu'il a mis son pied par terre puis il a dit, regarde, on va arrêter les niaiseries, là. C'est tous des séparatistes, c'est tous des souverainistes. C'est tous. Drainville, que ce soit Drainville ou Fréchette, Paul Saint-Pierre Plamondon, Québec solidaire, Éric Duhem. Puis Éric Duhem, cette semaine, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il nous l'a même dit dans le balado qu'il voterait non, que c'était pas le temps. Pourquoi tu répètes pas ces réponses-là? Pourquoi? Tu sais, je comprends pas. Pourquoi mettre l'incertitude dans ce parcours-là qui reste, 4-5 mois? Je trouve qu'il s'est planté. Pour un gars qui est très habile en communication, je l'ai pas compris. Je sais pas, et c'est peut-être parce qu'il est habile qu'il le dit pas. Écoute, c'est sûr que moi, le fédéraliste que je suis, il fait en sorte... évidemment, j'aurais voulu que Éric Duhem dise clairement qu'il voterait non. Et non seulement qu'il voterait non, mais qu'il est fédéraliste. Parce que c'est pas juste voter non, être fédéraliste. C'est aussi vouloir faire fonctionner la maudite fédération. Là. C'est parce que si tu veux pas la faire fonctionner, c'est pas mieux non plus. Là, mais juste un truc. Ils peuvent, si tu veux, parler de... toi, quand tu dis il faudrait parler de souveraineté, tu veux dire il faut parler de référendum, etc. Mais là, tu sais, il faut faire attention, parce que tu veux pas non plus sombrer dans une espèce de campagne de peur. Tu veux... c'est bien que tu mentionnes la peur, parce qu'on va revenir, parce que Éric Girard, il a vraiment lancé le débat cette semaine-là, on va revenir, mais... moi, je dois t'avouer que je l'ai bien aimé. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. C'est sûr que toutes les souverainistes sont sortis. Non, c'est pas vrai, c'est quoi cette histoire-là? En tout cas, on va revenir, mais... Le truc, là, je pense, la stratégie, et je pense que Charles Milliard peut-être l'a bien compris, c'est que tu ne veux pas faire une campagne basée strictement sur la souveraineté, comme on en a vu tellement de campagnes. Là, à notre époque, c'était « t'es fédéraliste, vote pour nous, il faut sauver le Québec, etc. » C'est pas ça. Là, c'est la survie économique. Et quand on rattache ça au doute qu'amène la perception d'une souveraineté ou tout un référendum ou quoi que ce soit, tu rattaches ça, tu fais un beau paquet,
Puis Charles Milliard peut aller loin avec ça. Et c'est pas juste une pensée idéologique. Moi, je suis fédéraliste contre souverainiste. Non, il faut qu'on sauve le Québec économiquement. Puis ça, le référendum, la souveraineté, c'est pas une option, tu comprends? Et c'est là où tu paralyses le reste de tes adversaires. Donc, moi, je trouve que c'est important. Et là, tout à coup, on a la CAQ qui, dans un essai de, un dernier, essai de survie, et Éric Girard qui va au front puis dit, écoutez, on va manger ça dans la face si la souveraineté redevient le thème principal. Oubliez le progrès économique, oubliez la stabilité financière, on oublie tout ça, notre capacité notre coût d'emprunt va augmenter, ça aura plus d'allure, puis tu sais, 20 millions de dollars, mais ça attends, représente 20 millions de dollars par année. Attends, parce que je veux juste mettre certaines nuances, parce que pour pas déformer non plus les paroles d'Éric Girard. Éric Girard n'a pas été aussi, pas allé aussi loin, là, parce qu'évidemment, il va être plus prudent. Éric Girard, son propos, celui que moi j'ai aimé, c'est qu'on n'arrête pas de lui poser la question, le camp du oui, le camp du non, etc. Il dit, écoutez, le camp du non, là, c'est les Québécois. C'est les Québécois. À 65%, 60-65%, là, c'est les Québécois. C'est ça le camp du non. Et c'était une façon de dire, je veux dire, c'est même pas un débat, les Québécois en veulent pas de référendum. Là, ouais. Ensuite, dans son propos que j'ai eu l'occasion de voir en direct, il parle effectivement que ça coûte environ 20 millions de dollars par année, cette espèce d'incertitude au sujet de la souveraineté. Ça, c'est plus compliqué de spécifiquement dire c'est à cause de la souveraineté. D'abord, 20 millions de dollars sur un budget de 140 milliards de dollars, c'est pas grand-chose. Hein. Je pense pas que... c'est pas une grande incertitude. C'est une plus grande incertitude en lien avec un référendum sur la souveraineté du Québec ou la souveraineté elle-même. Si ça devait augmenter les coûts d'emprunt, qu'est-ce que je veux dire? Ça coûterait beaucoup plus que 20 millions de dollars par année. Ouais. Beaucoup plus que 20 millions de dollars par année. Donc, le fait que ce soit juste, entre guillemets, 20 millions de dollars par année, pour moi, c'est comme stable, tu vois. Mais tu sais, ce que les gens doivent comprendre de ça, c'est que toute instabilité politique a un impact économique. Les investisseurs, les agents, pas les agents, mais les agences de cotation, les prêteurs, etc., etc. Vont avoir plus de misère avec une instabilité politique. Donc, ça, je pense qu'il y a des souverainistes, et pas n'importe lesquels, qui ont déjà dit ça. Pauline Marois parlait de 5 ans d'incertitude, pas d'incertitude, mais d'instabilité économique. Moi, je pense que c'est plus que 5 ans. Là. Moi, je pense qu'on est plus dans l'ordre du 10, 15, 20 ans là, que 5 ans. Mais enfin, bref. C'est sûr qu'il va y en avoir. Donc, de l'instabilité qui va avoir un impact sur l'économie, c'est vrai. Mais je veux juste nuancer un petit peu. C'est pas juste la menace. C'est pas juste la menace que le Parti québécois va prendre le pouvoir qui est à 20 millions. C'est peut-être la seule chose qui nous distingue, par exemple, de l'Ontario actuellement. L'Ontario n'a pas... Mais c'est très faible. Ouais. C'est très, très, très faible. Puis moi, que ça coûte 20 millions, ça veut dire que ça coûte pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'impact. Qu'est-ce que tu penses de tous ces arguments-là de peur? Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il était sur le balado, ça fait déjà des années qu'il parle, qu'on essaie de faire peur aux gens. Puis, la peur, c'est pire que la haine. Puis, tu trouves pas que c'est
c'est le même discours parce que en disant ça, en disant cela des autres, il ne fait pas la même chose lui-même? Oui, exactement. Mais en passant, regarde, je suis d'accord avec toi. Il y a une campagne de peur. Tu sais, je veux dire, lui, il parle de campagne de peur lorsque les fédéralistes disent attention ceci, attention cela, c'est pas bon pour notre économie, c'est pas bon pour. Tu sais, mais d'un autre côté, il y a aussi l'autre campagne de peur aussi qu'on pourrait dire. Le Québec va disparaître. On entend ça, là, tu sais. Qu'on se soucie du français au Québec, c'est normal. C'est normal. C'était normal hier, c'est normal aujourd'hui, ça sera normal demain. Il va toujours falloir qu'on s'occupe du français. Mais là, de là à dire on va disparaître, l'immigration c'est un problème, la laïcité, il va falloir que, tu sais, avec la laïcité, là, tout d'un coup, là, tu sais, il va falloir aller sur tous les terrains de la laïcité parce que ça, c'est un problème, on va disparaître comme peuple, etc. Ça aussi, c'est de l'espèce de... Ça aussi, c'est une campagne de peur, la campagne de peur identitaire. Là. Pourquoi c'est une droite identitaire, le Parti québécois, aujourd'hui? Parce qu'on a envie un petit peu de rassembler ceux qui veulent pas que le Québec se dénature. Mais en passant, moi, je veux pas que le Québec se dénature. Mais je veux pas que le Québec se dénature. C'est pas pour ça que je vais avoir un discours de peur sur les questions identitaires. Sur les questions identitaires, on peut aussi affirmer qu'on peut être fier de ce que nous sommes, une société francophone, laïque, ouverte sur le monde, capable d'évoluer dans le sens qu'elle souhaite et non pas qu'on nous impose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi une façon de parler d'identité qui est plus positive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, alors il y a alors, si tu veux que je reconnaisse qu'il y a une campagne de peur sur les questions rationnelles, économiques, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi une autre campagne de peur qui se fait sur les questions d'identité côté Parti québécois. Ouais, exact. Ça va être intéressant. Comme je te dis, moi, Salim, je suis pas convaincu qu'on s'en va en élection au mois d'octobre. J'ai comme un feeling que le prochain chef ou la prochaine chef de la CAQ va devoir appuyer un peu sur le bouton reset, puis let's go. On va pas attendre au mois d'octobre. Je sais pas. Ça, c'est aussi une question stratégique au niveau politique parce que tu as des partis qui peut-être ne sont pas encore prêts là, à faire une campagne, tandis qu'on l'a dit au dernier épisode, la CAQ a quand même un avantage, même s'ils sont impopulaires dans les sondages, ils ont quand même beaucoup plus d'équipes sur le terrain que les autres partis. Ils ont la crédibilité d'avoir gouverné pendant 2 mandats. Il y a quand même des choses que on peut pas juste effacer la CAQ. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où on va parler de Charles Milliard, sa première semaine, ou ça fait 2 semaines maintenant qu'il est chef du parti. Il y a du boulot, là. Il y a du chemin à parcourir parce que si effectivement les élections arrivent mois de mai, juin, je sais pas s'il va y avoir le temps. Il faut vraiment bouger et il faut bouger rapidement. Écoute, alors, moi, c'est toujours... Mais comment tu l'as trouvé en passant? Première, deuxième semaine, Charles Milliard? Ben justement, j'allais faire une intro là-dessus. Mon intro, je vais la faire rapidement. C'est toujours compliqué quand on a envie d'analyser quelque chose lorsque les gens qui nous écoutent savent, que dans mon cas, dans le tien probablement aussi, mais je parle pour moi. Quand tu es un libéral philosophique, t'as un biais positif envers le Parti libéral du Québec et ses idées. Pas surtout, parce que j'ai combattu certaines politiques ou certaines choses que le PLQ a pu proposer. Puis de toute façon, on me connaît pour pas avoir ma langue dans ma poche, dans le sens que quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je l'exprime. Mais je le dis, pas parce que je pourrais avoir un biais positif, mais moi, Charles Milliard, ces 2 premières semaines, je les ai trouvées bonnes. Ouais. Je les ai trouvées bonnes. Je trouve que, d'abord, sa présence à l'Assemblée nationale.
Bon, il n'est pas élu, mais mais je trouve qu'il a plus de présence. Il suit tes conseils, Salim. Il suit tes conseils. Oh, il écoute au balado sûrement. Alors, s'il écoute le balado, tant mieux. Puis, j'ai pas la prétention d'avoir cette influence-là, là, mais effectivement, j'ai dit sur ce balado depuis longtemps déjà, depuis l'époque Pablo, hein, donc ça veut dire Pablo Rodriguez, donc avant même qu'on pense que Charles Milliard allait devenir chef. Mais depuis l'époque de Pablo Rodriguez, je dis il faut plus de présence à l'Assemblée nationale. Puis l'avantage avec Charles Milliard, c'est qu'il a honnêtement il a plus il a plus de contenu. Puis c'est plus facile pour lui aussi d'aller devant les journalistes et de répondre. Puis l'avantage, c'est que quand il sait pas, c'est correct. Il n'est pas obligé de tout savoir. Il n'est pas député, il vient d'arriver comme chef. Tu mets de l'avant tes porte-paroles qui, eux, connaissent les dossiers. Mais sa présence est très bonne. Le ton qu'il met est très bon. Le style Milliard qui arrive et qui explique les choses, mais assez simplement, assez directement, je trouve ça bien parce que tu arrives à connecter avec lui. Ensuite, il y a des gens qui vont l'écouter, qui seront peut-être pas d'accord avec lui, mais au moins ils auront compris ce qu'il a dit. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement important parce que quand un électeur commence à écouter, c'est la première étape avant de te donner sa confiance. C'est-à-dire, si tu n'écoutes pas, il ne votera jamais pour toi. Mais si tu écoutes, il n'est pas d'accord avec toi la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça commence à faire du sens dans sa tête. La quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, ben là, tu commences à le convaincre. Puis là, il se dit, prochaines élections, regarde, c'est pas exclu que je vote Charles Milliard et Parti libéral du Québec. Tu sais, c'est ça le cheminement. Mais tu as raison. T'as raison, il y a peu de temps, parce que pour l'écouter 6-7 fois et commencer à frayer ton chemin dans l'esprit d'un électeur, quand il reste 6 mois, dont seulement 2 mois et demi ou 3 de Parlement, et 2 mois d'été, c'est sûr qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est ça qu'on disait, Salim. Tu sais, sa tâche à lui, le défi énorme, c'est de faire en sorte que sa présence donne un peu de vent dans les ailes du Parti libéral en chambre, mais en même temps, il faut se dépêcher pour s'organiser sur le terrain aussi. Donc, il y a comme 2 voies parallèles sur lesquelles il doit bouger, puis il doit bouger rapidement. Il y a eu des changements aussi au niveau du parti, au niveau de l'organisation. Il y a des gens d'expérience qui sont revenus. Je pense pas que c'est que c'est par chance que c'est arrivé, évidemment. Donc, je pense qu'il a mis ses morceaux en bonne place là, pour se préparer. Il va falloir voir maintenant, parce que le Parti libéral du Québec là, ne peut pas se présenter à d'autres élections sans avoir une fiche complète de députés. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par une fiche complète de députés? De candidats, excuse-moi. Tu sais, 125, là, ça te prend 125 candidats. Les 2 dernières campagnes, c'était embarrassant pour le Parti libéral du Québec, tu comprends? Non, mais la dernière, 2022, avec Dominique Anglade, ça avait été honnêtement une catastrophe. Oh, yeah. Là, je veux dire. Ouais. Mais en 2018, OK, ça n'a pas bien été, mais c'était le gouvernement en place. Il y avait un essoufflement du pouvoir, mais il y avait quand même un travail qui était fait. Oh, ouais. Il y avait quand même des gens qui se présentaient pour le parti qui était au pouvoir. Là, en 2022, évidemment, c'est toujours plus compliqué le recrutement à ce moment-là, mais c'était pas juste le recrutement dans le sens que ça prenait des superstars, mais c'était le recrutement, c'était juste d'avoir de la grande qualité autour de la table. Puis la preuve, c'est qu'on a mis tellement d'efforts sur un certain nombre de comtés, on a tellement, laisser à l'abandon certains comtés qu'il y a certains électeurs dans certaines régions, dans certaines... Pardon, j'ai le hockey qui débute, qui est dans certaines circonscriptions, qui ont eu l'impression, à juste titre, que le PLQ était déconnecté d'eux, de leur réalité. Ils ne savaient même pas pourquoi ils voteraient pour le PLQ. Ils n'avaient aucune idée de pourquoi. C'était catastrophique en 2022. Là, maintenant, en 2026, ce que je leur souhaite, ce que je leur conseille, à tout le moins, aux gens, là, au Parti libéral du Québec, c'est, oui, de trouver 125 candidats,
Mais c'est pas de trouver 125 candidats juste pour avoir 125 candidats. C'est avoir 125 candidats qui vont aller récolter le plus de votes. Ils gagneront pas tous. On le sait qu'il y a des circonscriptions que, tu sais, tantôt on parlait par exemple de Terrebonne. Là, tu sais, le PLQ gagnera pas dans Terrebonne à moins d'une surprise majeure, inattendue, là, un miracle. Là, tu sais. Mais je pense que les gens de Terrebonne méritent que le PLQ trouve un candidat ou une candidate de qualité, qui va faire du terrain, qui va aller proposer, parce qu'à Terrebonne, il n'y a peut-être pas une majorité de libéraux qui vont te faire gagner, mais il y a aussi des Québécois qui sont libéraux, là. Ouais. Puis ils veulent être représentés, ils veulent avoir le choix, tu sais, c'est normal. Tu sais, parce que les autres partis ne les intéressent pas. Donc, mais en même temps, ils veulent qu'il y ait une personne importante. Puis là, je reviens à la base de la politique. À la base, non, j'exagère, mais le financement aujourd'hui des partis politiques, c'est un financement public, basé sur tes résultats électoraux. Donc, si tu n'as pas 125 candidats, puis que chacun de ces candidats-là essaye d'aller chercher le plus grand nombre de voix, c'est aussi de l'argent en moins dans ton coffre-fort pour les 4 années qui suivent. Exact. Donc, tu cherches pas des candidats juste pour les comtés que tu veux gagner en te disant « Ouais, mais là, je veux juste gagner là, c'est le plus important. » Non. Puis, et ton niveau de vote est important pour tes finances, mais il est aussi important, Georges, pour la victoire psychologique des fédéralistes dans un contexte d'élection générale référendaire. Parce qu'une élection référendaire, il y en a eu plusieurs au Québec, et particulièrement celle de 1998. Pourquoi je parle de celle de 1998? Parce qu'elle vient tout de suite après le référendum où le non a gagné d'un cheveu en 95. Donc 98, élection générale. Qu'est-ce qu'avait dit à l'époque, monsieur le Premier ministre, Lucien Bouchard. Qu'est-ce qu'a dit Lucien Bouchard? Lucien Bouchard avait dit, bon, on est passé à un cheveu de gagner le dernier référendum. Je veux gagner les prochaines élections, former un gouvernement majoritaire et organiser un autre référendum, puis celui-là, on va le gagner. Puis comment ça se fait que c'est pas arrivé? Pourtant, il a gagné les élections en 98, Bouchard. Il a formé un gouvernement majoritaire. Il avait une bonne majorité. Devant lui, il y avait Jean Charest, que les libéraux du Québec étaient allés chercher chez les progressistes conservateurs. Il avait été vice-président du non, puis il s'était fait connaître beaucoup pendant le référendum. Jean Charest et le Parti libéral du Québec ont eu la pluralité des voix. En ayant la pluralité des voix, même si le Parti québécois a gagné les élections, la légitimité de Lucien Bouchard d'organiser un référendum, il l'a perdu à ce moment-là. Ouais. Donc, si tu veux être en mesure de couper l'herbe sous le pied du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon dans l'organisation d'un référendum, il est utile pour le Parti libéral du Québec d'aller chercher un maximum de voix pour avoir une espèce d'ascendant psychologique. Et qui sait, peut-être que si la CAQ, qui est peut-être pas officiellement fédéraliste, mais qui est contre un référendum, va récolter des voix aussi, le Parti conservateur, qui n'est pas officiellement souverainiste non plus, ou fédéraliste non plus, là, il va falloir qu'il clarifie un peu sa position. Oui, mais il va faire comme la CAQ et juste dire je veux pas d'un référendum. Ouais. Il va dire je veux pas d'un référendum. Alors, et là, si tu additionnes les voix du PLQ, de la CAQ et des conservateurs, et que tu as une pluralité des voix, donc ça veut dire qu'il y a plus de Québécois qui ont voté pour ces partis-là qui sont contre la tenue d'un référendum, versus le Parti québécois, ce qu'il aura obtenu, même s'il gagne les élections, et bien là, ça va poser un problème de légitimité au Parti québécois d'organiser un référendum. Donc, la victoire psychologique est importante. Et la victoire psychologique, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas une armée
de candidats partout. Ouais. Ensuite, Georges, ils n'en auront pas des candidatures vedettes. Il y en aura peut-être quelques-unes un peu... Enfin, des gens un peu Mais plus je pense connus. qu'il n'y a pas le choix. Il doit aller chercher des gens qui sont quand même connus. On parle pas de 20, 30 candidats connus, mais s'il peut aller chercher une poignée de main de candidats crédibles et établir une certaine expérience, tu sais, comme Couillard a fait avec son équipe économique, là. Il n'y avait pas beaucoup de gens, tu sais, c'était son trio économique. J'exclus pas les autres candidats qui étaient quand même, il y avait quand même une réputation dans leur domaine, mais son but à lui, son message, c'est on s'occupe de l'économie, j'ai mon trio économique, 3 personnes, attends, tu sais, puis ça l'a aidé. Je pense qu'il doit peut-être suivre un modèle similaire. Regarde, c'est pas exclu, c'est à voir, ça pourrait arriver, mais moi, tu sais, j'y crois pas, là. Moi, puis, honnêtement, même comment je vais te dire ça? Le concept même de candidature vedette, j'aime pas trop ça. Parce que la politique, c'est pas pour être une vedette. Tu fais de la politique pour le bien commun. Oui, mais Salim, en même temps, il faut que tu présentes des gens qui ont une certaine crédibilité pour pousser ton agenda et ton message. Tu comprends? Tu peux pas le faire avec des gens que, tu sais, je sais pas. C'est vrai. Mais, Georges, puis là, ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode, puis on pourra peut-être en discuter juste de ça, là, puis peut-être trouver quelqu'un avec qui on pourrait en parler, là. Mais aujourd'hui, là, les gens, par exemple, du milieu économique, qui voudraient venir en politique, etc., il n'y en a pas tant que ça. Parce que sais-tu quoi, là, faire de la politique, puis faire de la politique au Québec, c'est vraiment compliqué. Oh, ben oui. C'est dur. Tu sais, toi, toute ta vie, tu as fait des affaires, tu arrives en politique, tu as envie de faire les choses, tu as envie de les changer, tu as envie de ramener des façons de faire, tu as envie de... Tu peux pas. Il faut que tu t'adaptes. Il faut, tu sais, alors il y a un bout qui pour moi me semble normal. Il y a un bout qui est un peu exagéré. Tu sais, c'est difficile. Tu sais, tu veux ramasser des sous. C'est difficile. Avant, quand c'était 3000, tu sais, c'était compliqué. On disait qu'on ramassait trop d'argent. Aujourd'hui, c'est 100 pièces et les gens étaient, tu sais, dans les médias, etc. Parfois, on a l'impression que comme s'il y avait un politicien, comme s'il y avait un ministre au Québec là, qui, pour 100 pièces, allait se faire corrompre. Il se retrouve avec sa face dans les journaux, dans les télés, dans les radios. C'est une grande décision. C'est très difficile. Là, je veux dire, c'est vraiment très difficile. Puis les gens du milieu économique, là, ils se disent, attends, moi, si je vais en politique pour les bonnes raisons, j'ai pas envie d'y aller pour les bonnes raisons puis me faire ramasser pour des mauvaises raisons. Tu sais. Non, t'as raison. En tout cas, regarde, comme on a dit, ça va être les prochains mois vont être très, très intéressants. Revenez nous voir bientôt. On va mettre un point sur cet épisode-là. On a un invité qui sera là la semaine prochaine. L'épisode va comme on fait d'habitude, quand on a des invités, on n'attend pas toute la semaine. Donc, vous allez avoir accès à cet épisode beaucoup plus rapidement la semaine qui s'en vient. Donc, abonnez-vous, faites toutes ces belles choses-là. Allez trouver notre contenu, partagez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est une année très, très, très excitante pour la politique québécoise. Donc, on est motivé. On est motivé d'ici la fin de l'année. On va voir comment les choses vont évoluer. Allez vous abonner. On apprécie ça énormément. Et on vous voit tous au prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao, bye.